Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Vive tension entre Paris et Alger autour des visas et des laissez-passer consulaires. Titré le journal français Le Figaro. C'est le dernier tonnerre dans le ciel des relations algéro-françaises. Le climat s'est subitement dégradé au prétexte que la France a accueilli une opposante au régime algérien, en l'occurrence Madame Bouraoui. Là, je cite l'article du Figaro et j'ouvre la parenthèse. L'Algérie ne délivre donc plus aucun laissez-passer à la France depuis près d'un mois, tout comme elle rechigne à octroyer des visas aux Français qui veulent se rendre en territoire algérien. Alger agit en rétorsion à l'affaire Amira Bouraoui du nom de cette gynécologue militante du mouvement du Hirak qui avait manifesté son opposition à l'ex-président algérien Bouteflika. Faisant l'objet d'une interdiction de quitter l'Algérie après avoir été condamnée dans son pays, Madame Bouraoui a réussi à gagner la Tunisie grâce à son passeport français, puisqu'elle possède la double nationalité. À Alger, une source gouvernementale assure qu'elle aurait utilisé des papiers de sa mère pour passer la frontière. Le 3 février dernier, la militante a été arrêtée à Tunis, mais grâce à une intervention du consulat français sur place, qui lui a naturellement accordé sa protection, puisqu'elle est ressortissante française. Elle a pu rejoindre Lyon par avion. Elle échappait ainsi à une extradition préalable, à une incarcération en Algérie. Depuis, Alger fulmine. Son gouvernement a rappelé son ambassadeur à Paris il y a 3 semaines. La presse algérienne se déchaîne, dénonçant une opération barbouzarde. Certains assurant même qu'un colonel de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, aurait pu jouer un rôle dans cette exfiltration. C'est ridicule, nous confie un ancien ambassadeur de France. Fin connaisseur de la région, l'espionnage français ne s'intéresse pas à Madame Bouraoui, qui n'est qu'une opposante parmi d'autres. Notre consulat à Tunis a fait jouer la protection consulaire et c'est tout. À l'entendre, cette affaire est montée en épingle pour de sombres calculs politiques. Et je ferme la parenthèse. La question qu'on se pose, pourquoi donc cette réaction exagérée du pouvoir algérien? On se rappelle que l'Algérie avait déjà fait recours à la convocation de son ambassadeur pour consultation en octobre 2021. Une crise devenue vite une tempête dans un verre d'eau, lorsque quelques mois plus tard, Macron et Tebboune avaient gratifié l'opinion publique de gestes et images faisant la démonstration spectaculaire d'une relation politique quasi fusionnelle, une relation qui ignore totalement les intérêts du peuple algérien. La France a été depuis toujours une terre privilégiée pour le blanchiment de l'argent détourné par les dirigeants algériens. Des généraux, des anciens ministres ou responsables politiques algériens ont acquis pour eux et leurs familles des appartements, villas et résidences luxueuses dans les quartiers les plus huppés. Chacun sait pourtant que cet argent sale viendrait du trésor public algérien et serait dilapidé grâce à des techniques de détournement d'argent les plus utilisées. Au devin versé pour l'obtention de marchés publics, rétrocommissions, sociétés offshore, paradis fiscaux, les documents publiés en 2016 dans le cadre du scandale Panama Papers concernant les dirigeants algériens constituent une belle illustration sur le fonctionnement des méthodes employées pour le détournement de l'argent du peuple algérien. Paris est la destination préférée des enfants, des généraux et dirigeants algériens. Ils mènent grand train dans les commerces luxueux de ces beaux quartiers, dans ces imposants palaces. Ils organisent fréquemment des fêtes outrancières et des soirées jet-set avec amis, mondains et courtisans. Dans leurs propriétés mal acquises, lorsqu'ils ne font pas la tournée des boîtes parisiennes les plus branchées. Ils ne rechignent devant aucune dépense pour satisfaire leurs caprices les plus vils et leurs lubies les plus folles. Pendant que les dirigeants algériens et leurs familles flambent l'argent du peuple, des millions d'Algériens vivent dans la misère galopante. Des milliers de haragas
traversent la Méditerranée au péril de leur vie pour rejoindre l'Europe. Des millions d'Algériens privés de soins médicaux dignes de son nom, d'eau courante, de lait et de liberté. الجزائر ورغم المحاولات البائسة للتشويش على دورها ومكانتها القارية تظل رقما مهما في المعادلة الإفريقية. Tension entre l'Algérie et la France. Une relation tumultueuse, c'est le titre de notre émission pour ce soir, et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Monsieur Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, qui est aussi opposant en politique, qui est avec nous depuis Alger. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Ahlan wa sahlan Azoul, bonsoir à toi, à tous les techniciens de Magharibiya, nos téléspectateurs et aux invités. Merci, Monsieur Karim Tabou. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Dr François Doroche, président de Justice et Droits sans frontières, qui est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Dr François Doroche, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vous, à vos téléspectateurs et à votre invité, M. Karim Tabou, à qui je suis toujours en admiration de son courage et de son parler vrai d'Algérie. Merci beaucoup à vous, François Doroche, d'être avec nous. Comme j'ai le plaisir aussi d'accueillir professeur Nordine Aoussat, universitaire, analyste politique, qui est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Sir Nordine, bonsoir. Salam alaikum. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassal, merci pour l'invitation. Salam alaikum à toi et aux téléspectateurs et aussi aux deux invités qu'on vient de voir ensemble. Merci beaucoup, Nordine Aoussat. Karim Tabou, je vais commencer cette émission avec vous. Donc, des vives tensions entre Paris et Alger, le feuilleton continue donc entre cette relation algéro-française. Et là, on peut lire aussi que Alger a refusé d'octroyer des laissez-passer consulaires. Comment peut-on lire ce dernier feuilleton dans la relation algéro-française? Comment peut-on qualifier cette relation, Karim Tabou? Merci. En tout cas, sans être expert, j'avais pratiquement prédit lors de nos précédentes émissions que c'était une tempête dans un verre d'eau et que c'était un épisode d'un long feuilleton qui ne va pas se terminer. Et malheureusement, la remarque de base que nous devons mettre comme élément important dans notre débat, c'est que vous avez des deux côtés. Du côté français, vous avez une logique d'État et du côté algérien, vous avez une logique de pouvoir. Et lorsque des relations sont de cette nature, nous ne pouvons pas les mesurer par des instruments connus, des évaluations, des moyens connus dans le droit international ou dans les relations internationales. J'arrive pas à classer ce qui se passe entre l'Algérie et la France comme étant une relation d'État, parce que, tout simplement, du côté français, il y a une logique institutionnelle, et lorsque vous avez une déclaration, vous allez l'évaluer, c'est une déclaration assumée, c'est une déclaration officielle, et quand il n'y a pas de déclaration, vous comprenez également la gêne ou la retenue de la non-déclaration. En Algérie, c'est tout le contraire. En Algérie, vous avez des
des centres qui diffusent l'information. D'apparence, c'est une information officielle, mais aucun officiel n'assume son contenu. C'est l'histoire des commentaires et des déclarations qui sont arrivées au stade de tract de l'agence officielle APS. Quand elle émet une note ou une information, une grande partie de l'opinion publique nationale et internationale et des observateurs considèrent que c'est la voie autorisée. Mais très vite, les officiels savent très bien jouer à cette technique, lancer des ballons de sonde, laisser les subalternes, laisser les réseaux faire le travail et après venir comme ça et apporter des correctifs s'il y a nécessité d'apporter des correctifs. La preuve est qu'il y a eu tout un scandale sur l'histoire de la militante que je salue d'ailleurs, Amira Bouraoui. Après, vous avez une déclaration de l'APS qui a presque considéré que c'était une opération de conspiration des services français, et puis ça a laissé le libre cours à toutes les supputations, à toutes les manipulations, notamment les supputations destinées à consommation intérieure, c'est-à-dire cette frange de la société auquel le pouvoir fait consommer ses mensonges, sa propagande, pour essayer de discréditer tous les éléments qui ont été des militants du Hirak. Et en partie, l'opération était destinée à dire aux Algériens que vous voyez très bien qu'une partie de Hirak est une inspiration étrangère. Mais de l'autre côté, vous avez le communiqué du procureur de la République qui à aucun moment n'a fait ni allusion, ni un sous-entendu, ni directement, ni indirectement à la responsabilité de la France. Plutôt, il a considéré que c'était une opération organisée par des personnes en Algérie, etc. Donc vous voyez très bien cette double logique, la logique de laisser d'abord les réseaux, les centres de propagande, la police politique tout simplement, faire le travail d'un côté et venir autant que institution officielle pour essayer d'apporter les correctifs après avoir bien sûr évalué les réactions et écouté les avis des uns et des autres. Donc malheureusement, la relation entre l'Algérie et la France n'a pas pu s'extraire, se dégager de la puissance des services, du monopole des services. Et vous comprenez très bien que les relations ne se passent pas au niveau de ces représentations officielles. Ils se passent assez souvent dans les réseaux qui ne sont pas institutionnalisés. Et malheureusement également que du côté algérien, ça participe d'une logique politicienne et qu'à chaque fois on évoque la France dans les rapports au peuple algérien, à la politique et à la nécessité de respecter, ne serait-ce que des normes connues ailleurs en matière d'élection, en matière de démocratie, en matière des droits de l'homme, et à chaque fois on met la France au centre pour essayer de faire admettre aux Algériens le fait qu'on ne respecte rien parce que l'ennemi extérieur est toujours là. Il pointe son attention et ses menaces sur nous. Et vous voyez très bien que le chef d'état-major, le chef de l'État, il joue vraiment à cette mélodie, à cette musique. Et malheureusement, nous ne sommes plus avec des gens qui sont là pour représenter l'État algérien avec tout ce que cela suppose comme respect de son histoire, de ses valeurs et surtout des principes qui doivent être les principes d'un État pour nous retrouver avec des gens qui agissent autant que éléments qui protègent un pouvoir, qui protègent des intérêts. Et vous voyez très bien que dans ce genre de situation, il n'y a pas de possibilité de contrôler. Vous imaginez, nous sommes dans un pays où le chef de l'État se donne le droit de dire ce qu'il veut,
de faire ce qu'il veut. Il n'obéit à aucun contrôle. Il peut tripoter la Constitution, il peut tripoter la loi de finances. Il donne $1 milliard comme Chita à ses amis. Il fait tout ce qu'il veut et ça n'obéit à aucune logique, ni d'évaluation, ni de contrôle, ni de débat, ni de loi. Et comment on peut qualifier cela? On ne peut que protester, contester et puis regretter que le pays est arrivé à ce niveau de gestion et de gouvernance. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Ça, c'est du côté algérien, mais aussi François de Roche du côté français. On va essayer de vous faire ce petit extrait par rapport à ce dernier feuilleton des laissez-passer et comment ça a été traité dans les médias français. On regarde juste ce passage et je reviens à vous très rapidement. C'est ça. Alors, sur cette histoire de laissez-passer consulaire, maintenant tout le monde a compris ce qu'était un laissez-passer consulaire. C'est le fameux sésame que nous donnent les consulats des pays d'origine quand nous voulons éloigner quelqu'un. Et il se trouve que plusieurs médias algériens ont en effet annoncé que l'Algérie suspendait ça. Alors, il n'y a pas eu de confirmation officielle ni du côté algérien ni du côté français pour l'instant, mais plusieurs médias s'en sont fait l'écho. Et ce qu'il y a de absolument certain, c'est que le torchon brûle, pour reprendre l'expression. Alors bon, ça fait quand même quelques années qu'il n'y a plus de torchon à force de brûler, à mon avis. Mais ça ne va pas du tout entre la France et l'Algérie. Et en effet, nous avions l'impression que l'idylle avait repris, donc on ne comprend plus rien. Que l'Algérie, d'abord, gère deux choses en même temps. Le gouvernement algérien, en l'occurrence, gère deux choses en même temps. Vous avez une société extrêmement déçue de l'absence de conséquences de ce mouvement qu'ils avaient pensé historique du Irak. Et donc aujourd'hui, il y a un tel durcissement du pouvoir en Algérie que dans la société, vous avez une immense partie de la jeunesse qui ne rêve que d'une chose, c'est de visa. Donc le gouvernement algérien met la pression sur le terrain de l'immigration, à la fois parce qu'ils ont besoin de ces visas-là pour calmer la colère, on va dire, en interne, et qu'ils savent aussi que la question de l'immigration est un enjeu politique en France. La presse algérienne est particulièrement visée par le nouveau gouvernement. C'est-à-dire que le mouvement du Irak avait laissé imaginer à plusieurs Algériens une démocratisation du pays. Bouteflika est parti. Simplement, le fameux pouvoir, vous savez, politico-militaire que Emmanuel Macron lui-même d'ailleurs avait visé, a repris complètement la main, mettant des opposants politiques en prison et beaucoup de journalistes. Il y a des médias entiers qui ont fermé, des journalistes qui ont été emprisonnés et cette femme faisait partie, on va dire, de la longue liste. Donc le discours aujourd'hui de la presse algérienne, il est très raccord avec le pouvoir algérien puisqu'il n'a pas le choix. François de Roche, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu? Est-ce que vous êtes d'accord que le torchon brûle entre l'Algérie ou la France, ou il n'y a plus de torchon, comme ça a été dit par cette journaliste? Effectivement, le torchon brûle entre l'Algérie et la France. Le torchon a toujours brûlé, c'est comme dans un couple. Vous savez, dans un couple, je vous dirais même c'est un couple libertin, si vous me permettez l'expression. Aujourd'hui, on est en train de tolérer beaucoup de choses de part et d'autre, mais malgré tout, la diplomatie a pris le dessus. Quand on voit aujourd'hui que Paris, quand même, elle garde le cap. Elle est imperturbable, malgré ce torchon qui brûle, malgré ces turbulences. Et d'ailleurs, le porte-parole du Quai d'Orsay a dit récemment, juste après l'affaire Bahraoui, nous continuons à travailler à l'approfondissement de la relation bilatérale entre la France et l'Algérie. Et pourtant, il y a un orage, un méchant orage qui a éclaté entre l'Algérie et la France suite à cette affaire Bahraoui. Parce qu'aujourd'hui, si vous me permettez, je reviens une minute pour rappeler quand même dans cette affaire, tout le monde a mal joué. La Tunisie n'a pas respecté son droit, le droit souverain, elle n'a pas respecté ses tribunaux, la décision du tribunal. La France, même si la France avait quelque part le droit, l'obligation de protéger ses ressortissants, parce que Mme Bahraoui est une ressortissante française, elle a fait quand même c'est une barbouzerie d'après moi. Et puis de l'autre côté, vous avez l'Algérie qui a quand même mis la pression sur un pays ami qui est la Tunisie. Donc dans cette affaire Bahraoui, personne n'a rien respecté. En tout cas, ni les droits de chacun, ni le droit qui gère
ces trois pays. En tout état de cause, Madame Bahraoui est arrivée en France, elle est en sécurité. À croire les Algériens, on a l'impression que Madame Bahraoui était également en sécurité là-bas. Ils voulaient laisser les tribunaux algériens décider du sort de Madame Bahraoui, ce que la France a trouvé que ça un peu exagéré. Il faut dire également que l'Algérie continue à parler de barbouze français jusqu'à cette heure-ci, et qu'il cherche. C'est l'Algérie qui dit aujourd'hui que la France cherche la rupture définitive avec l'Algérie. Alors, si vous voulez, encore une fois, cette opposante algérienne qui était Madame Bahraoui n'a fait que revenir dans un pays qui est le sien, qui est la France. Ça, c'est la première chose. Maintenant, aujourd'hui, Paris, elle est en train de faire malgré tout le dos rond. C'est un lourd investissement que monsieur Emmanuel Macron a mis dans l'Algérie. Aujourd'hui, cette affaire, parce que rappelez-vous, le président algérien, quand il a parlé du crime contre l'humanité lors de son premier mandat, quand il a parlé, il veut marquer l'histoire, il veut marquer parce qu'il sait que cette histoire avec les Algériens, s'il arrive à la réussir, son nom, le nom d'Emmanuel Macron, sera marqué dans les livres d'histoire. Cette ambition qui est d'ampleur géopolitique, auquel il ne renonce pas, le président de la République. Donc il est en train aujourd'hui, il reste optimiste. Il parie sur sur ce projet algérien. D'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui, quand il considère que cette affaire ne relève pas de l'irréversible avec Alger, et qu'aujourd'hui, il considère que cette affaire, ce qui se passe, ça entraîne des dommages, ça entraîne des problèmes particuliers pour les deux pays, mais la diplomatie, elle est là. Elle fonctionne, et aujourd'hui les journaux français ne parlent pas de rupture avec l'Algérie. Aujourd'hui, on ne parle même pas du tout de ces visas qui sont octroyés pour le retour des gens qui sont illégaux, mais également aujourd'hui, le Quai d'Orsay a dit de façon extrêmement claire qu'il voulait approfondir cette relation franco-algérienne après ce malheureux incident avec. Et d'ailleurs, on a dit que l'ambassadeur algérien, il va revenir à Paris incessamment sous peu. Donc aujourd'hui, c'est une affaire comme dans chaque couple. Il y a le torchon, il a brûlé à un moment donné, il brûlera certainement dans les prochains jours, mais aujourd'hui, il y a une certaine accalmie et le torchon ne brûle plus, visiblement. Très bien. Vous avez donc parlé du retour de l'ambassadeur algérien en France. C'est une information qui a été avancée par Jeune Afrique qu'on ne peut confirmer jusqu'à maintenant. Nourdine, je vais revenir à vous. Est-ce que on peut parler de diplomatie? Est-ce qu'on peut parler de logique de diplomatie entre deux pays? Bien sûr qu'il y a beaucoup d'histoire entre ces deux pays, mais quand on voit bien sûr les relations ces derniers mois, on peut s'inquiéter, surtout du côté français, par rapport à la réaction du pouvoir algérien. Nourdine. Qu'est-ce que vous entendez par s'inquiéter? S'inquiéter, c'est dans le sens de la réaction du pouvoir. Prenons exemple donc par rapport à l'affaire Amira Bouraoui. On a rappelé l'ambassadeur en 2021 par rapport aux propos de Emmanuel Macron concernant donc le régime algérien, mais aussi par rapport à cette affaire d'Amira Bouraoui. Est-ce qu'on peut gérer une relation diplomatique de telle sorte?
Non, pas du tout. On n'est pas dans une logique diplomatique. Karim Tabou l'a très bien expliqué et j'adhère totalement à son approche et la manière dont il a présenté les choses. Du côté français, pas seulement nous sommes dans une politique d'État, d'une politique d'institution, mais on est dans une logique de doctrine, une doctrine qui renvoie à très longtemps, à très loin dans le passé. La politique française vis-à-vis de l'Algérie a été toujours la même. Il continue encore, on peut crier, hurler, hausser le ton, lever la voix et dire qu'on traite avec la France d'égal à égal. La France continue à ne pas traiter avec nous d'égal à égal parce qu'elle sait qu'en face, nous avons des responsables... Est-ce que c'est la faute... C'est Nourdine, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Est-ce que c'est la faute de la France? J'en arrive justement. Je vous en prie. J'en arrive justement. Je disais que, alors je reprends la phrase, donc la France, l'État français continue encore à prendre l'Algérie de haut parce qu'il sait qu'en face, il a des responsables qui continuent encore aujourd'hui à réagir de façon épidermique, à réagir avec l'émotivité, à réagir avec les humeurs, au lieu de faire fonctionner les réseaux parallèles et les réseaux officiels, au lieu de laisser les responsables, laisser les institutions parler et prononcer la position de l'Algérie, on laisse, comme il a très bien expliqué Karim Tabou, que je salue, donc on laisse les officieux, on laisse cette presse qui, on sait, elle l'a dit, la journaliste aussi française, même les journalistes, et pourtant cette journaliste française que vous avez fait passer à Sénassol, elle n'est pas connaisseuse de l'Algérie, elle connaît très peu l'Algérie, mais vous avez vu comment... Elle est de valeur actuelle, un peu une revue qui est un peu très proche de l'extrême droite. Je la connais très bien et je dis qu'elle ne connaît pas vraiment bien l'Algérie, mais elle a décrit les choses de manière assez précise. Donc, l'Algérie, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas de politique stable. Nous n'avons pas de véritable politique vis-à-vis de la France. On continue toujours à faire ces sautes d'humeur, à rappeler un ambassadeur qu'on va renvoyer en son poste en catimini, comme c'est le cas pour l'actuel ambassadeur. On fait de petites affaires. Je dis bien de petites affaires. L'affaire, je corrige Monsieur Desroches, c'est pas Baraoui, c'est Bouraoui. B-O-U. Donc, Madame Bouraoui, ça pouvait être une affaire quelconque, je ne dirais pas banale, mais une affaire comme des milliers d'autres affaires de quelqu'un qui est passé de façon illégale de l'autre côté de la Méditerranée. Mais les Algériens, parce qu'ils ne savent pas sur quelle logique, parce qu'ils n'ont pas de vision, il n'y a pas vraiment de véritable politique de gestion des affaires internes, des affaires politiques internes et des affaires politiques externes, on réagit comme ça, de façon désordonnée, de façon incohérente, et on fait, on souffle dans le brasier qui, une fois le feu s'est embrasé, on n'est même pas capable, comme on l'a montré à d'autres occasions, d'éteindre ce feu. L'Algérie... Mais Karim Tabou, c'est Nourdine. Karim Tabou, il a fait un rapprochement que peut-être j'aimerais avoir votre réaction par rapport à son analyse. Est-ce que vous pensez ce rapprochement que fait le pouvoir algérien entre chaque personne qui est contre sa politique, chaque voix qui est discorde avec sa politique, est tout de suite donc taxée de khabarji, de main étrangère, de barbouze, entre guillemets, et aussi on a vu son dernier discours, comment il a accusé même Ihsan Qadi qui était en prison de khabarji sans le nommer. Est-ce que vous pensez que ce rapprochement qui a été fait par Karim Tabou peut-on le lire dans la politique du pouvoir algérien?
Absolument, bien entendu, on le sait, ça a été dit, on lui a trouvé un nom et on l'a trouvé un qualificatif qui lui colle très très bien. La rente mémorielle, les autorités algériennes, c'est ça aussi qui fait que les Français, l'État français, les autorités françaises ne nous prennent pas au sérieux. Ils savent bien qu'un Abdelmadjid Tebboune, il peut déclarer lors de sa, entre guillemets, vraiment guillemets, plein de guillemets, campagne électorale, qu'il est là, que la France, ceci, cela, il tape sur la table, et ensuite le rencontrer lors d'un, comme ça par hasard, lors d'un sommet européen, l'Euro-Afrique, et lui faire la bise et retenir Macron par la main et l'empêcher de partir, alors que on voyait à l'image que Macron, il l'a salué, il lui a fait la bise, il voulait partir. Oui, il y a cela. Les Algériens, les autorités algériennes, les hommes politiques algériens font semblant, ou bien ils essayent de nous montrer leur attachement, leur amour, leur abnégation pour l'Algérie, pour le pays, en soi-disant haussant le ton contre la France. Mais tout ça, de façon, je dirais, médiatique, de façon face aux médias, mais en secret, et on le sait, et aujourd'hui tout se sait, et Xavier Driancourt, on a dévoilé des pans entiers de cette politique que en interne ou bien en cachette, qui font plutôt qui sont d'une douceur et qui sont d'un calme et qui sont d'une je dirais d'une ouverture. On ne peut trouver pareil. Donc, il faut terminer avec cette politique. Les Algériens n'ont pas besoin de quelqu'un qui va souffler cette anti-français, anti-France, anti-politique française comme ça en apparence, et en interne, sur les dossiers, sur la stratégie politique, il n'y a rien qui est fait. Regardons ce problème, ce torchon, apparemment, il n'y a plus de torchon, cette question des visas et cette question des autorisations de quitter le territoire français ou les laissez-passer qui doivent être délivrés par les consulats. Mais qui a tort, qui a raison? Même si c'est pas un langage diplomatique, mais en langage de la raison, en langage de dignité, d'honneur. Qui a tort, qui a raison ici? Absolument. Le langage de la raison, vous êtes en train de dire, donc, Nordine, je vais revenir à Karim Tabou qui est à Alger. Karim Tabou, on va juste vous faire passer donc ce qu'a déclaré Macron par rapport donc à cette relation algéro-française, mais aussi ce feuilleton de tension qui existe donc dans cette relation. On écoute Macron. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ce qu'on fait depuis des années maintenant avec l'Algérie ne réussisse pas. J'ai un message très simple. Je vais continuer. C'est pas le premier coup de grisou. J'en ai déjà eu. Mais il faut continuer là aussi humblement sur la question des visas pour qu'on ait une politique plus claire, plus forte, parce que je pense qu'il faut assumer un discours sur ces sujets-là de lutte contre l'immigration clandestine et de responsabilité, mais il ne faut pas que ça impacte les étudiants, les artistes, les familles qui ont leur destin partagé, donc on doit mieux s'organiser. On va avancer. La période n'est pas la meilleure, mais ça ne m'arrêtera pas. Pour la première fois depuis 1962, nous avons eu, en août dernier, Algérie, une réunion avec les deux présidents, les ministres de la Défense, les chefs d'état-major. Le chef d'état-major algérien est venu pour la première fois depuis 1962 à Paris. C'est des signes. Karim Tabou, votre réaction donc par rapport à ces propos de Macron, bien sûr il a dit on va avancer malgré cette période qui n'est pas meilleure. Est-ce que vous pensez que vraiment on peut avancer avec ce régime algérien? Qu'est-ce que vous en pensez, Karim Tabou? Si ce n'est le caractère pervers de la relation entre l'Algérie et la France, impossible d'imaginer que le propos de quelqu'un qui salue et qui ont fait un exploit, la visite du chef d'état-major de l'armée algérienne en France,
alors qu'il y a quelques mois, il avait qualifié le pouvoir algérien de pouvoir militaro-politique. C'est-à-dire, vous imaginez, si vous lisez un livre d'histoire, vous allez lire ces deux propos, impossible d'imaginer que ce soit les propos d'une même personne dans la même époque. Or, nous sommes dans cela, dans le caractère pervers de la relation entre l'Algérie et la France. Et effectivement, il y a deux populations cibles du discours des officiels algériens et des officiels français. La population cible du discours algérien, c'est cette partie-là que le pouvoir essaye de mobiliser autour de lui, qu'il appelle de Badissia, Novembaria, et auquel il a besoin à chaque fois d'apporter la démonstration qu'il est contre la France, que les autres sont les alliés de la France, que les autres... Justement, c'est ça le caractère pervers. Et il veut bien que ce discours soit autorisé depuis Paris. Et indirectement, ils disent à Paris, mais il ne faut pas trop vous fâcher, nous avons besoin de dire ça. Et inversement, il y a une opinion publique qui est très présente et qui est médiatique, et notamment dans les joutes électorales, elle est là et l'impose son débat, c'est l'extrême droite en France, auquel le président français a besoin également de donner un discours. Lorsqu'il évoque les histoires de ceux qui sont frappés de la mesure d'obligation de quitter le territoire, la lutte contre l'immigration clandestine, tout ça, il essaye de trouver les mots, il essaye de dire voilà. Mais quand il essaye également de se placer dans des enjeux qu'on appelle les enjeux de géopolitique, il a devant lui une proie facile. Vous savez, dans le monde des animaux, excusez-moi cette virée vers le monde naturel, il y a 3 conflits majeurs qui se passent dans la jungle. Le premier conflit, c'est le conflit de territoire. Chaque animal essaye de faire un tracé de son territoire. Le deuxième conflit dans la jungle, c'est le conflit d'honneur. Chaque animal protège sa ou ses femelles. Et le troisième conflit, c'est l'accès à la bouffe. Et vous avez un ordre naturel. Si la lionne chasse, c'est le lion qui bouffe le premier. Et puis c'est la lionne. Puis c'est les félins, c'est les sous-félins, c'est les rapaces, c'est les insectes, etc. Il y a un ordre naturel. Macron, les officiels français, malheureusement depuis toujours, considèrent l'Algérie comme un territoire, une femelle et une bouffe. Et ils ont cette attitude envers ce pays. Et en face, ils ont malheureusement des gens qui considèrent justement que ce pays, elle peut servir, elle peut satisfaire tous les besoins de tout le monde, pour peu qu'on ne touche pas au fait que le pouvoir veut se maintenir. Et vous voyez très bien comment le pouvoir algérien, et je réponds un peu à notre ami qui intervient depuis Paris, lorsqu'il évoque la question du couple. Malheureusement, lorsque Macron décide d'engager l'État français, eh ben, il y a un débat dans les institutions, il y a un débat dans la rue, il y a un débat dans les médias, il y a la presse, il y a les intellectuels, il y a toute la société qui est impliquée. Pour avoir décidé de retirer les troupes françaises depuis Mali, il a fallu tout un débat. Par contre, chez nous, ben, le chef de l'État décide de donner $1 milliard aux gens. Alors, ça ne passe par aucune institution. Il essaye de réviser la loi de finances qui, pourtant, avait été adoptée, débattue par, entre guillemets, les institutions, le Parlement, le Sénat, le gouvernement, etc. Et vous avez donc deux logiques qui se retrouvent autour de quoi? Autour de la nécessité pour le pouvoir de trouver un avocat qui défend ses intérêts sur le plan international, c'est la France. Et nous l'avons vécu, cela. Pendant la décennie noire, le monsieur Aït Ahmed, à l'époque j'étais responsable du FFS, plusieurs fois, le FFS et monsieur Aït Ahmed avaient demandé
des commissions d'enquête internationale sur ce qui se passait en Algérie, etc. Mais en fait, celui qui est toujours au secours du régime algérien, c'était la France. C'était la France de droite comme de gauche. Et malheureusement, on est toujours dans ça parce que l'Algérie qui voit aujourd'hui se dérouler de grands bouleversements dans le monde, elle a besoin de garder deux choses. D'abord, elle a besoin de garder un bon intermédiaire entre l'Algérie et les autres puissances, et la France joue très bien ce rôle parce que la France prétend connaître mieux l'Algérie. La France prétend que l'Algérie est un pays qu'elle maîtrise sur le plan des enjeux internationaux, donc qu'elle peut faire venir dans n'importe quelle logique internationale. De l'autre côté, le pouvoir algérien qui essaie de jouer sur toutes les rivalités, il est avec la gauche, il est avec la droite, il est avec la Russie, il est avec les États-Unis, il est avec les démocrates, il est avec les républicains. En fait, il est pour ses intérêts et peu importe la logique qu'il va défendre pour se maintenir et pour garder ses intérêts. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. François Doroche, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui a été dit par Karim Tabou quand il a parlé aussi que la France est représentée par ses institutions, par des médias libres, par des débats qui sont là quand il s'agit des questions stratégiques qui touchent la France. Est-ce que vous pensez, quand on parle de cette relation algéro-française, c'est beaucoup plus un show parce qu'un régime ne veut pas changer, un régime qui ne veut pas écouter son peuple. Il y a une situation politique où le peuple veut qu'il y ait un changement. On a vu le Hirak de 2019, vous l'avez vu aussi. Est-ce que vous pensez que le nœud du problème, c'est de supporter, si on peut dire, cette volonté populaire à changer de système en Algérie ? Écoutez, la nature de la relation entre la France et l'Algérie, comme je vous l'avais dit, c'est une relation passionnelle. C'est une relation où la logique, quelque part, ne fonctionne pas. Quelquefois, vous savez, quand vous avez l'amour, vous savez, quelquefois, il côtoie la haine, et on dit que l'amour et la haine est un couple fidèle. Donc, aujourd'hui, je pense que cette relation, elle est, de toute façon, ces deux peuples sont condamnés à vivre ensemble, ces deux peuples doivent, de toute façon, il y aura encore d'autres orages, il y aura encore le torchon qui brûlera. Et puis, par contre, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on a le président Macron qui n'est pas issu d'une famille de pieds noirs et qui ne connaissait pas l'Algérie. C'est un jeune président. Et puis, quand il a commencé, déjà, donc, il a développé une relation presque pathologique avec ce pays qui est l'Algérie. Ça a commencé, rappelez-vous, en 2016, et son discours de crime contre l'humanité, et qui aurait été la colonisation. Et aujourd'hui, je voudrais, une fois pour toutes, parce qu'on a mis quelqu'un qui s'appelle Benjamin Stora pour faire vous avez parlé tout à l'heure de cette rente mémorielle, mais aujourd'hui, c'est soit il y a des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, et à ce moment-là, en France, vous savez, il y a une justice totalement indépendante. Pourquoi le gouvernement algérien, l'État algérien, n'a pas saisi? Parce qu'aujourd'hui, on reconnaît ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre. Pourquoi? Comme on a fait lors de la Deuxième Guerre mondiale, aller solliciter les tribunaux pour donner une réponse définitive et claire. Et tant que cette décision judiciaire n'est jamais donnée, il y aura toujours des gens qui vont mettre des surenchères. Si la France a commis des exactions en Algérie, eh bien que la France répare ce qui s'est passé en Algérie. Mais pour cela, il faut une réponse judiciaire. Mais pour le moment, ni la France, ni l'Algérie veulent aller devant les tribunaux. Ces tribunaux, quand même, que je vous rappelle, ce sont des tribunaux totalement indépendants. Et vous savez, un tribunal en France, il peut mettre le président de la République, comme on l'a vu avec l'affaire Sarkozy ou avec l'affaire Chirac, en prison carrément. Donc, c'est qu'aujourd'hui, on peut, même si on veut réconcilier, la relation entre la France et l'Algérie, c'est aussi bien mal connaître le régime algérien. Le régime algérien, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est extrêmement, je considère, il a une psychologie qui est extrêmement forte. Il considère que quand on est faible devant lui,
il devient beaucoup plus redoutable. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc, ils ne veulent pas aller devant des tribunaux. Et cette instance également, à l'égard de l'Algérie, elle est également en décalage complet de la situation actuelle de la France. Vous avez parlé tout à l'heure de la France qui met la main mise sur l'Algérie. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, la France, l'Algérie ne représente pas grand-chose pour les échanges commerciaux et économiques avec la France. Aujourd'hui, on a le gaz algérien. Certes, il est intéressant en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette guerre en Ukraine. Absolument. Mais le gaz en Méditerranée, il est beaucoup plus intéressant. Et le gaz du canal du Mozambique, il est beaucoup plus intéressant pour la France et beaucoup moins cher que les gisements qui sont aujourd'hui, qui se trouvent dans une région qui est complètement incertaine, qui est le Sahara algérien. Et puis alors, encore une fois, si vous permettez, donc aujourd'hui, Monsieur Emmanuel Macron veut revenir dans cette histoire qu'il espère, quand vous laisser une trace politique dans la politique algérienne. Mais tout cela aussi, c'est dû à la dégradation des relations avec le voisin qui est le Maroc. Et rappelez-vous, quand on a parlé, quand M. Emmanuel Macron a parlé des relations avec Mohamed VI a dit que de toute façon, alors que M. Macron disait que les relations étaient totalement au beau fixe, le roi Mohamed VI a dit que c'était des relations inamicales et non cordiales. Donc aujourd'hui, il y a une crise avec le Maroc que M. Macron veut rétablir, et puis surtout également la présence de la Russie en Afrique. Donc la France, diplomatiquement, veut garder cette influence en Algérie pour garder les liens avec l'Afrique et plus particulièrement avec le monde arabe également. Très bien. Très bien. Sir Nordine, donc François de Roche a expliqué donc ce que la France veut à travers sa diplomatie, mais ce que veut l'Algérie à travers sa diplomatie, Sir Nordine, quand on voit qu'elle part dans tous les sens. Karim Tabo a parlé d'une diplomatie qui n'était pas responsable, un Tebboune qui prend des décisions, Monsieur Tebboune qui prend des décisions qui peut-être, on peut dire, inédites dans la diplomatie algérienne. Comment vous voyez donc le futur de cette diplomatie algérienne très rapidement, Nordin House? Écoute, très rapidement, et je vais passer par une petite anecdote de ma grand-mère, Allah yarhamha, qui me disait, quand je lui parlais de la France, je suis arrivé au milieu des années 80 en France, quand je lui parlais de la France, elle me disait en kabyle, Widek Diljans, Widek Diljans. Widek Diljans, ça veut dire c'est un État, c'est une nation qui est fondée, elle a son passé politique, elle a ses traditions politiques, elle a ses institutions, ce qui n'est pas le cas, bien entendu. $1 milliard que Abdelmajid Tebboune a donné. C'est Nordine. Puisque vous avez parlé d'$1 milliard, excusez-moi, je vais vous donner le temps. On va vous faire passer cette déclaration de Saïd Chingliha qui a justifié, je vous le dis, donc c'est $1 milliard donné donc à l'Union africaine. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement. كما سعت الجزائر على الدوام إلى مساعدة البلدان الإفريقية للمحافظة على استقرارها وأمنها ومرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية من خلال تفضيل الحلول الداخلية واحترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها المحلية، هذا فضلا عن تقديم المساعدات في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية. وفي هذا الصدد بالذات يندرج القرار الحكيم الذي اتخذه السيد رئيس والقاضي بضخ $1 مليار من أجل تفعيل آلية التضامن الإفريقي والمساهمة في التنمية بالقارة الإفريقية. C'est Nordine, je vous laisse la parole.
Bon, donc je te remercie, Sinassal, parce que ce passage-là, il apporte de l'eau à mon moulin, si je puis dire, mais c'est aussi ce que je voulais dire. $1 milliard donné, d'ailleurs, l'expression qu'il a utilisée, Shengriha, elle laisse vraiment à penser quand il parle de dakh. Dakh, c'est injecté. C'est un peu comme quand le pétrole est injecté dans les pipelines. C'est le même terme, c'est le même verbe qu'on utilise. Or, ce n'est pas ça. On l'applaudirait si ce $1 milliard était là pour soutenir un soft power, une image de l'Algérie à l'étranger qui serait, je dirais, le pendant de celle de l'intérieur où il y a une légitimité, il y a une véritable vision, il y a une véritable feuille de route et une stratégie pour que le pays se réindustrialise, que l'agriculture redevienne pour sa mission principale de faire nourrir le pays et de dégager un excédent à l'exportation. Donc le problème est ici, c'est que vous avez un chef d'état-major qui parle à je ne sais qui assez haut gradé. Si c'est une réunion interne, elle n'a pas à être diffusée à la télévision au grand public. Si c'est pour nous parler de la politique étrangère, donc là, il est en train de montrer les défauts de ce pouvoir dont le chef d'état-major nous explique ce que fait le chef d'État. Ce n'est pas au chef d'état-major d'expliquer ce que fait le chef d'État. Je te remercie, merci. On finira sur cette note, Sénordine. Merci beaucoup, Sénordine. Désolé, j'aurais aimé revenir à mes invités aussi, à Karim Tabou à Alger, mais aussi François de Roche. Le temps nous a pressé. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie Karim Tabou qui a été avec nous depuis Alger, mais aussi Dr François de Roche, président de Justice et Droits sans frontières, qui était avec nous depuis Paris via Skype. Grand merci aussi au professeur Nordine Houssat, universitaire et analyste politique. Merci à vous, chers téléspectateurs. Qawala khair.